Merci d'être avec nous. Il est 12h30 exactement. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h comme tous les jours du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant Pascal Archimède. Bonjour. Bonjour, David. Il est correspondant de Nofi. Il va nous expliquer ce que c'est que Nofi. Il est aussi auteur d'un ouvrage qu'il faut avoir lu. Si vous voulez connaître l'histoire de l'Amérique noire des plantations au rap, c'est très important. Et il est aussi directeur commercial d'une boisson non alcoolisée. On va en parler tout à l'heure. On va recevoir un peu plus tard deux psychologues, Karine Berlieu et Jonathan Lacavé. On parlera avec eux justement de la situation post-Covid. Et puis plus tard, on viendra sur le tapis Monsieur Divial et Koussakonik et Damiso et Yanis Noubias. Avec lui, on va parler de la start-up Isocan. Et avant, on aura un juriste aussi du centre Caro, qui s'appelle Solène Balaguet. Voilà un peu le sommaire. Sinon, l'information, c'est la venue en Guadeloupe du professeur Boucher qui est venu réaliser pour la première fois une thrombectomie. Il va en parler, la thrombectomie au CHU. Justement, en parlant du CHU, on annonce le départ de Gérard Cotellon. Il sera nommé ARS à La Réunion. On avait annoncé ça il y a déjà plusieurs mois, mais ça se confirme. Problème sanitaire, remontée de fosses septiques à la résidence de Petit Caillou. Les habitants ne sont pas contents et ils patauchent dans des eaux usées. Ça sent mauvais là-bas. Et donc, ils ont pris mot avec Vianney Valverde qui expliquera un peu ce qui se passe. Madame Mère Esther, c'est encore une Sainte-Anaise et c'est encore une centenaire. Décidément, on vit beaucoup plus longtemps à Sainte-Anne qu'ailleurs en Guadeloupe. En l'espace de 2 semaines, 3 centenaires à Sainte-Anne. Est-ce qu'il faut aller vivre là, en bas là, ou vivre plus longtemps? Ben, c'est une question qui mérite d'être posée. Il y avait un tournoi de futsal ce week-end avec Nivadaï. Et donc, Vianney Valverde était là. Et la mobilisation centre des ERL de Bémao pour les enfants, pour les handicapés. Voilà, on a tout dit. Nous sommes avec vous, mais tout de suite avant, le proverbe du jour, comme chaque jour désormais, vous avez droit, vous ne pouvez pas compter 6 à les autres pour dormir. Bien sûr, vous avez tout compris. Il faut apprendre à ne compter que sur soi-même, être maître de son destin. On même dit, pas comptant les 6 à les autres pour dormir et pas comptant les jambes à les autres pour courir aussi. C'est un proverbe très réaliste. En passant aussi Pascal Sakadi, on va compter en les yeux les autres pour dormir. Non. Il faut pas te demander, vers ça qu'a fait songer que dernière fois là nous bourré. Oui. Ou demandez moi juste mon proverbe inventé du sky is the limit. Donc oui. Ça va dans le même état d'esprit. Oui, c'est la limite. Il faut pas te demander. Alors justement Pascal, merci d'être avec nous. Alors il y a 3 ans exactement, Pascal Archimède avait produit et nous avait fait parvenir cet ouvrage, Histoire de l'Amérique noire, des plantations de la culture rap. Alors, c'est l'œil d'un Guadeloupéen, d'un afro-descendant sur la culture américaine, sur l'histoire américaine, sur la presse américaine, sur l'école, sur la musique, les plantations, puisque souvent nous recevons des ouvrages réalisés par des Américains, des Afro-Américains, comme on les appelle, mais c'est intéressant d'avoir le regard d'un Guadeloupéen, d'un afro-descendant sur cette Amérique noire. Alors, Pascal, comment vous avez vécu votre passage aux États-Unis? Parce que pour qu'on nous voit sur les États-Unis, il faut avoir vécu là-bas. Ouais, alors les 3 dernières années, j'ai vécu là-bas justement. Donc l'ouvrage, il est sorti d'abord à Paris. Donc en fait, en gros, le pitch, entre guillemets, c'est qu'à chaque étape de leur évolution sur le sol américain, la communauté noire a créé un type de musique qui reflétait autant leur évolution sociale et économique que leur état d'esprit. Oui. Donc, en fait, dans ce livre, je suis parti des work songs, donc des chants de travail sur les plantations, et j'ai traversé, en fait, 400 ans d'histoire pour arriver au rap aujourd'hui. C'est ça. Alors, mais aujourd'hui, quelle est la musique dominante chez les afro-descendants? Le jazz ou le rap? Le rap, même pas seulement chez les Noirs américains, mais aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, le rap est la musique la plus consommée, la plus streamée, la deuxième musique la plus streamée. Après, si je ne me trompe, après le rock and roll, qui le rock and roll aussi entre guillemets est une musique qui a été inventée par des Noirs. Alors dans une interview qu'il avait faite un peu avant de mourir, James Brown disait qu'il avait commencé lui aussi à faire du rap. Ah ben oui, ils s'y sont tous mis. Hein. Oui. Ils s'y sont tous mis. Papi Taki, dernièrement j'écoutais un morceau de Desvarieux, oui. Mais c'était qu'à rapper aussi. Jacob, t'es qu'à rapper aussi. Comment il s'appelle? Black Mose.
Radio Montbéliard, Isaac Hayes. C'était déjà, en fait, c'était déjà du rap. Oui. Alors, comment vit aujourd'hui, parce que la communauté afro-descendante, puisque il y a une période où les afro-descendants voulaient retourner en Afrique, au Libéria par exemple, et aujourd'hui, est-ce qu'ils se sont stabilisés, disent que finalement, l'Amérique is out? Ah ben, tu sais quoi, tu as en fait différentes en fait pensées, différents courants de pensée. Oui. Tu en as effectivement, il y a un retour depuis justement 2019, donc il fêtait en fait les 400 ans d'arrivée des premiers Noirs sur le sol américain. Et tu as eu en fait des échanges notamment avec le Libéria où tu as eu des stars, enfin des stars qui justement se sont vus remettre un passeport en tant que citoyen libérien. Mais bon, après, ça reste symbolique. Ça reste symbolique. Parce qu'en fait, les Noirs américains. Alors, l'autre question qui se pose souvent pour nous ici, c'est voir quand même que les Afro-Américains là-bas, économiquement, ils commencent progressivement. Bon, bien sûr, il y en a qui galèrent toujours, mais il y a, quand on voit par exemple le directeur des Boni, pour donner un exemple, comment progressivement il a réussi, et sans compter les acteurs noirs américains. On ne va pas parler de qui n'a mis il faut qu'on tape là. Will Smith, oui, mais bon. Non, c'était totalement. Enfin, la communauté afro-américaine là-bas, comment elle vit son quotidien? Tu sais quoi, je dirais qu'ils s'organisent de plus en plus. Économiquement, je parle. Oui, mais c'est de ça que je parle. Je parle économiquement, en fait, ils s'organisent. Il y a toute une espèce de dynamique autour de tout ce qui est entrepreneurial, la question entrepreneuriale. En plus, ils ont leurs propres médias pour promouvoir les activités. Donc, en fait, ils s'organisent de plus en plus. Quoi. Oui. Et il y a autre chose, c'est qu'au niveau scolaire aussi, il y a de plus en plus d'écoles. On ne va pas dire que ce sont des écoles ségrégationnistes à l'envers, mais des écoles où la culture afro-américaine est particulièrement mise en avant. Mise en avant. Je te donne un exemple tout bête. Moi, j'ai vécu 3 ans à Miami. Ma fille, en fait, quand elle était en 6e, elle était dans une école principalement noire. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, parce qu'eux font le système de quotas, donc ils savent exactement qui est qui. Au sein de leur école, et était dans une école où 85% de la population, enfin 85% des élèves étaient noirs et n'ont pas de souci avec ça. Et je crois que l'école portait justement le nom d'un héros noir. Les contenus aussi sont... Le contenu n'est pas forcément dirigé parce que c'est le contenu national, mais par contre, disons qu'il y a... Il y a des petits focus sur des clins d'œil sur l'histoire en fait des Noirs. Les Noirs américains, et ça c'est important. Et est-ce qu'on ressent toujours, je ne veux pas dire l'apartheid, mais le racisme aux États-Unis? Alors ça dépend où tu es. Ça dépend où tu es. Moi j'étais à Miami, donc c'est une ville vachement... c'est un melting pot. Guadeloupéen. C'est un melting pot, donc j'ai pas eu ce genre de problème. Par contre, j'étais en contact avec des gens qui vivent un peu plus à l'intérieur des terres. Et là, par contre, tu t'es raconté moi des histoires, ça a tendu quoi. Ça a tendu. Et j'étais là à l'époque de George Floyd, donc j'ai suivi tout le truc du début à la fin. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et est-ce que, en arrivant aux États-Unis à l'époque, tout de suite après le départ de l'ancien président black américain, est-ce qu'on a senti un changement quand même? Alors, d'un point de vue économique, il faut dire que, bon, vu que Trump, lui, parce que j'essaie toujours de voir le bon et le mauvais, Trump, vu que de toute façon, Trump, c'est un homme d'affaires, à partir du moment où tu rentres sur le sol américain, que tu es là pour du business, tu payes moins de charges, etc. De ce côté-là, ça peut être intéressant. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des groupes ethniques, bon, c'est pas tes labanou, quoi. C'est pas tes labanou du tout. Même à Miami, tu as senti ça? Même à Miami, tu as senti ça? Tu es souvent dans la région là, ça? Ouais, mais c'est nous, on casse pas des là. Même au niveau des États-Unis, en fait, le truc, c'est qu'il a donné plus de droits à sa force armée, c'est-à-dire police et militaire, ce qui fait qu'en fait, c'est Bougatti qui a permis des bitins, et on a bien vu que sous son mandat, il y a eu pas mal d'excès, il y a eu pas mal de violences policières qui ont été dénoncées d'ailleurs. Et globalement, avec Biden, le changement, on le ressent vraiment? Bon, vous savez, en fait, moi, je ne crois pas en l'homme providentiel. Donc, on parle là qu'à attendre. Mais justement, ça revient par rapport à ce que tu disais, le proverbe de tout à l'heure. On parle là qu'à attendre ni si l'un ni si l'autre, c'est porter mon œuvre. Parce que pas certain que c'est M. Bébé fait rien, quoi. Et justement, j'ai eu cette conversation-là avec la cofondatrice de Black Lives Matter New York que j'avais interviewée. Et je lui posais la question à savoir, est-ce que, bon, démocrate, républicain, bon... Mais elle-même me dit que c'est la même, c'est même bidin-là. La seule différence, c'est que bon, en fait, elle m'a expliqué quelque chose. Elle me disait qu'en fait, elle m'a donné l'exemple de quelqu'un qui pêche.
Il y en a en fait, donc elle parlait des démocrates. Les démocrates en fait ne te donnent pas la canne à pêche pour apprendre à pêcher, alors que les démocrates là, et c'est ce qu'ils cherchent quoi. Il faut apprendre nous un genre à pêcher quoi, plutôt qu'ils bandent nous un genre poisson là pour nous manger. Alors parlons un petit peu de nos filles parce que nos filles sur le net, nous le monde qui a vu ça, ils pas savoir qu'est-ce que c'est nos filles, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Expliquez-nous ça, c'est nos filles. Qu'est-ce que tu veux dire, nos filles ou nos filles? Alors ni des Américains qui disent nos filles, mais bon, quand ils disent nos filles. Donc nos filles en fait c'est la contraction de Noir et Fier. Et c'est un média qui met en avant en fait la culture, tout ce qui est culture noire. Et en fait, disons que notre mantra, c'est l'expression, une expression qui venait de Marcus Garvey qui disait qu'un peuple ignorant de son histoire et de sa culture est comme un arbre sans racines. Et nous essayons un genre planter pour élever en fait, pour nous élever. Alors nos filles s'adressent aux Noirs qui sont à l'extérieur des États-Unis ou à l'intérieur? Parce que souvent les articles sont en français, quelquefois en anglais, j'ai vu. Alors en fait, déjà, nos fils ne s'adressent pas qu'à la communauté noire. Nos fils au monde en fait. Tous ceux qui s'intéressent justement à la culture noire. Et en fait, moi, de mon côté, je suis là justement pour l'ouverture vers l'international. Donc, c'est par mon biais qu'on rentre en contact, en fait, avec des Américains, des Jamaïcains. Je suppose que tu as vu certains de mes entretiens. Je m'entretiens avec des Jamaïcains, avec des Américains. Et on échange, en fait. On apprend, en fait, à se connaître. Alors, c'est quoi? Au départ, c'est un site Internet? C'est un Facebook? Alors, au départ, en fait, pour l'histoire même, au départ, en fait, c'est un T-shirt que le fondateur en fait a eu l'idée de mettre, Noir et Fier. Et ensuite, quand il a vu l'engouement, il a créé une page Facebook. Rapidement, on est arrivé à 400 000 abonnés. Aujourd'hui, on a 1,4 million d'abonnés sur Facebook. Et au fur et à mesure... Un peu partout dans le monde. Hein. Ouais, un peu partout dans le monde. Et beaucoup en Guadeloupe aussi. En Guadeloupe et Martinique, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Et encore remercier eux d'ailleurs, tout ça. Et ensuite, en fait, on a vu, en fait, on a compris l'intérêt qu'il y avait à créer ce média-là. Et ensuite, on l'a développé. Donc, toujours promotion il y a un YouTube, culture. Nos filles aussi. Il y a un YouTube et il y a aussi, on est aussi sur Instagram. Enfin, on est sur les réseaux sociaux, quoi. Alors, comment ça se passe? Tu balances des articles en fonction de l'actualité ou à la demande? Comment ça fonctionne? En fait, on est une équipe. Donc, chacun a sa spécialité. Moi, je suis plus côté américain, caribéen. Et moi, en fait, j'ai commencé en fait avec des articles. On a commencé avec le livre. Ensuite, après le livre, il y a eu des articles. Ensuite, il y a eu des entretiens. Et quand ces messieurs voient que bon, Bitel a fait un genre tranquille, là maintenant, j'ai un peu mon programme où j'interviewe en fait certains. Mais nos filles sont basées structurellement où? Ils sont basés à Paris. Ils sont basés à Paris. Ils sont basés à Paris, oui. Et donc l'information part de là? L'information part de là, mais bon, après, tu sais, tu as plusieurs administrateurs un peu partout dans le monde, des pages. Donc en fait, chacun porte sa contribution. Et on sent que c'est un média quand même qui a une influence sur la communauté. C'est toi qui peux me dire. Bonne question. Merci de l'avoir posée. Effectivement. Alors, troisième flèche à l'arc, c'est le TPI. Le TPI. Alors, TPI, au départ, vous savez son mot créole. TPI. 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 Alors, TPI, là, ça là, vous portez là, curcuma, citron, pour. Alors, expliquez-moi un petit peu, effectivement, qui ça va fonctionner, parce que nous, souvent, Elodie, peut-être pas oignon l'année, mais enfin quelque temps. Et elle, justement, elle cherchait à impulser un petit peu cette marque guadeloupéenne. Bien sûr. C'est un produit 100% Guada. Bien sûr. Alors bon, je t'explique un peu l'histoire. Oui. L'histoire, c'est qu'en fait, il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, j'étais en fait à Miami et je faisais en fait des articles sur des entrepreneurs guadeloupéens. Et donc, j'ai entendu parler d'elle parce qu'à l'époque, elle avait des distributeurs. Ouais. Donc, en rentrant en contact avec elle, et je la connaissais déjà avant, on se connaissait quand on était petit. Et donc, en fait, je voulais faire un article avec elle. Bon, le temps est passé, malheureusement, on n'a pas pu faire l'article. Et il y a quelques mois de ça, elle m'appelle parce qu'en fait, elle a l'intention d'industrialiser la production. Ouais. Donc, il a crié moi parce qu'en fait, je fais ça aussi. Encore une corde à mon arc. Ouais. Ce que je fais aussi, je rentre en contact avec des entreprises et je mets des entreprises internationales en lien. Et donc, elle voulait acheter justement une machine de manière à industrialiser le processus de production. Et donc, elle m'a connecté je l'ai connecté en fait sur un fournisseur en fait. Ouais. Ça fait,
Et quand elle a vu en fait que le travail se faisait, elle m'a dit justement que ça fait 2 mois qu'elle recherche quelqu'un pour s'occuper de la communication. Est-ce que ça m'intéresse? Et puis pas tu peux tomber plus mauvais que ça. Ben voilà, moi t'es sorti arrivé Guadeloupe, donc voilà quoi. Ouais. Donc et donc aujourd'hui justement, donc je suis en charge de la commercialisation de ce produit qui est un produit local. Alors ce produit-là, il commence à être diffusé dans toute la Guadeloupe parce que quand il a la nuit à peu près le midi, là, il y a entre 15 et 20 000 personnes qui regardent nous en Guadeloupe, en Martinique, en France. Alors faut pas laisser mon aller chercher. Non, il trouvé déjà, il est en grande surface, facilement trouvable en grande surface, et aussi dans tout ce qui est boulangerie, dans tout ce qui est station-service, etc. etc. Oui. Alors la base du produit, c'est du 100% local, bien sûr, mais avec des produits... des plantes locales. Des plantes locales. Des plantes locales. Alors, des plantes... La gamme, c'est quoi? Alors, la gamme, elle est énorme. Elle est énorme, mais comme c'est un produit saisonnier, donc nous, en fait, et c'est un produit frais, donc les plantes, d'une manière générale, ne poussent pas à la même période. C'est clair. Donc là, par exemple, ce que je t'ai emmené, c'est un curcuma citron poivre. Nous ni TPI à base de... Nous ni quoi, nous ni atumo, nous ni trois tasses, enfin bon. Il était parti pour mon citronnelle, le verre en bas, son et qui j'en trouvé. Donne-nous tes impressions. C'était bon. Non, il était bon parce que régulièrement, là, quand il y a un supermarché qui est pas loin d'ici, on va prendre 2 ou 3 bouteilles. Non, mais c'est un bon produit et que moi, je pense que c'est nécessaire que Guadeloupéen connaisse lui. Et surtout, ça a montré que une jeune femme, c'est clair. Guadeloupéenne, c'est sûr, qui lançait un bien comme ça, avait moyen, avait, quand il dit il avait génie, il aussi faut dire ça. Non, putain, il faut dire ça. Parce qu'Elodie, elle a beaucoup travaillé. Et surtout, elle avait un concept d'une machine pour pouvoir distribuer les produits directement. Et c'est cette machine dont tu m'as parlé. C'est de cette machine-là qu'on parle, exactement. Et donc, ce soir... Très bientôt. Là, nous en transaction, mais très bientôt, on pourra justement... Alors, qu'il y a dans différents coins qui sont... Vous savez, Bitin, on va faire au mieux. Pour Kevin, elle va nous présenter au Bitin. Ok, pas de problème. Non, mais avec plaisir. Non, mais c'est important. Non, c'est important quand même que nous montrer qu'en Guadeloupe, les Guadeloupéens qui ont fait, qui a produit et que nous ne pouvons pas boire Coca-Cola, Pepsi, avec bitin étranger, et que nous avons possibilité avec propre produit en nous-mêmes, zèbre en nous. Fait ça et ça c'est important. Et quand il était venu ici, on en avait beaucoup parlé et moi quand il faut Guadeloupe apprendre l'habitude pour tes pays. Et c'est des produits sains. Comme nous sommes internationaux, est-ce qu'on joue quoi exporter ça? Tout ça fait partie du plan. Hein. Parce que en demandez-moi, est-ce qu'aux États-Unis on connaît ces pays? Tout ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Tout ça fait partie du projet. Oui, c'est important. Alors je reviens, on a fait un petit focus ça, mais quand on vient ici la musique aux États-Unis, noire américaine, bon, tu vas dire le rap, effectivement, bon, au début, c'était public ennemi, tout le monde a oublié ces messieurs. Mais qu'est-ce qui marche aujourd'hui aux États-Unis? Aujourd'hui, c'est plutôt. Alors, ça dépend parce qu'encore une fois, tu as le rap commercial et tu as un rap un peu plus underground. Le rap un peu plus underground met en avant justement la culture, etc. Et tu as un rap un peu plus violent, mais qui est quand même réaliste, comme ce qu'ils appellent de la drill, qui vient de Chicago, où bon, c'est un peu comme le gangsta rap, quoi. C'est un peu dans la même lignée, quoi. Oui. Et ça marche beaucoup, ça marche bien aux États-Unis. Quoi, tout ce qui est rap? Oui. Oui, c'est un gros marché. Il faut même, je dis, spectacle, etc. Parce que quand même, le jazz n'a pas disparu. Non, le jazz n'a pas disparu, mais bon, aujourd'hui, la jeunesse, en tout cas, je dirais les 15-30 ans, principalement, c'est du rap qu'ils écoutent. Et il n'y a pas que des Noirs qui écoutent le rap est devenu international. Et les artistes vedettes tels, Rihanna et compagnie, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bien, c'est beau. Là, il y aura pas témoigner, mais à la base, en fait, tous ces artistes qui ont commencé avec la musique, aujourd'hui investissent dans des entreprises, etc. Elle a lancé une parfumerie. Elle a des produits. Beyoncé aussi, d'ailleurs. Beyoncé lance un parfum, mais il pas chiré. Moi, j'ai testé. Moi, il pas chiré. Mais tous ces artistes-là, et la R&B, ça fonctionne quand même? Tout ça fonctionne. En fait, tout ce qui est musique aujourd'hui aux États-Unis, de toute façon, la musique noire, d'une manière générale, continue à évoluer. Et puis bon, il y a différentes influences et il y a différents types en fait qui se créent au fur et à mesure. Je sais qu'à l'époque, Kassav est passé aux États-Unis, enfin à New York, je crois, si je ne me trompe pas. Ce type de musique peut intéresser les Américains. Bien sûr. Il y a un public, hein. Il y a un public pour Kassav. Il y a un public. Parce que Miles Davis, quand il était venu en Guadeloupe, t'écoutais Kassav, il t'a dit qu'il avait fait un butin avec eux. Donc,
globalement, le black américain, l'afro-descendant américain aujourd'hui, il se porte mieux dans ce pays? Ou bien c'est toujours aussi compliqué en dehors des meurtres, enfin des assassinats par les policiers, etc. Est-ce que le noir américain, il est proud and black and proud? Black and proud. En tout cas, il essaie de l'être avec les outils qu'il a à sa disposition. Mais dans toujours, la situation du noir reste la même, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Après, c'est eux qui se font leur place. Oui. Et je fais encore un lien avec le proverbe du jour. Oui. C'est yo capoté manève et ils se construisent en fait au fur et à mesure, quoi. Oui. Deux petits mots quand même sur la communauté haïtienne à Miami. Elle est importante, je crois. Oui, elle est en tout cas plus importante que la communauté guadeloupéenne. Oui. Et yo capoté bon manève aussi. Oui. J'avais beaucoup d'amis justement haïtiens là-bas. Et ben yo capoté manève, quoi. Tout le monde capoté manève. Et les Cubains? Les Cubains aussi. Ouais. Les Cubains aussi. Et ils sont organisés par contre. Ils sont super organisés. D'accord. Ah ouais. Okay. Bon, ben écoute, on est bien content de te recevoir. Bah, quoi, c'est la dernière fois là? Ben, c'est vous qui dites moi, présent là. Je rappelle donc sorti de ce bouquin il y a 3 ans exactement. Exactement 3 ans, en 2019, en avril 2019. Et bouquin qu'il faut avoir lu pour. Alors, il faut le dire, ce bouquin-là, il est traduit en anglais. Oui, il est sorti en anglais. Il a tracé sa route aux États-Unis. Aujourd'hui, il est référencé à l'université de Princeton. Ouais. J'ai vu qu'en Martinique aussi, ils l'ont référencé. Eh bien, peut-être bientôt à Fouillol. Ben, respirer quand même. Hein. On peut dire ça. Je remercie Pascal. C'est moi qui te remercie. On va dire welcome. Ok, et hold on. Surtout, hold on. Ok, on revient à l'actualité très rapidement. Un petit mot sur ce professeur boursier qui est venu réaliser pour la première fois une thrombectomie. Maxime Morel a assisté. On regarde. Le 22 mars, il y a une première thrombectomie qui a été effectuée en Guadeloupe par le professeur Romain Boursier du CHU de Nantes. Donc c'est un projet sur lequel nous avons travaillé depuis de longs mois en collaboration avec l'ARS, donc Dr Hollandais et moi-même, pour pouvoir avoir l'autorisation pour effectuer cette thrombectomie. C'est une première en Guadeloupe. On est donc intervenu sur une patiente de 66 ans qui avait une occlusion de la carotide interne droite. Il a fallu intervenir rapidement pour recanaliser, c'est-à-dire rouvrir ce vaisseau, retirer le caillot et permettre donc une récupération neurologique avec une patiente qui est en train de récupérer de ses symptômes, qui était donc une paralysie du côté gauche. Ces patients avant devaient être transférés en Martinique puisque cette technique n'était pas réalisée ici. On avait tout ce qu'il fallait ici en termes de radiologie, de neuroradiologie, toute la filière était très bien établie, mais il manquait en fait les compétences pour réaliser ce geste. Et donc mon but c'est d'assurer une permanence de soins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant ma présence ici, mais aussi de former des gens pour qu'à terme ce geste soit réalisé par des Guadeloupéens ici et des gens qui restent fixes au CHU de Pointe-à-Pitre. Ce que cela va changer, c'est que finalement, nous ne serons plus obligés de transférer nos patients en Martinique parce que c'est ce qui a été fait avant. Mais du fait de ne pas avoir l'hélicoptère qui est disponible, il y avait un grand délai en fait entre le temps où le patient arrivait au CHU et le temps où il arrivait au CHU de la Martinique. Donc du coup, ça va nous permettre d'intervenir le plus rapidement possible puisqu'on sait que pour l'AVC, chaque minute compte. Donc c'est très important que les patients soient pris en charge ici. En cas d'AVC, chaque minute compte. Il faut se appeler le plus vite possible le 15. Notamment devant des symptômes qui sont comme un trouble de la parole, le visage un peu de travers, mais surtout une paralysie d'un demi-corps. Quand on ne peut plus bouger la jambe ou le bras, c'est une urgence absolue parce que chaque minute qui passe, c'est 2 millions de neurones perdus et il faut intervenir le plus vite possible. C'est pour ça qu'il était très important de réaliser ce geste à Pointe-à-Pitre pour les patients et pour donner une chance supplémentaire aux Guadeloupéens de récupérer quand ils font un AVC. Voilà, on revient avec vous dans un instant de prendre une petite pause. Et on sera dans la deuxième partie du ZCL News avec Karine Bailieu, Jonathan Lacavé et Solène Balaguette. À tout de suite. Voilà, il est 13h, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Nous allons recevoir successivement 2 psys. Karine Bailieu, bonjour. Bonjour. Et Jonathan Lacavé, bonjour. Bonjour. Ensuite, Solène Balaguette, elle n'est pas psy, mais elle est juriste du centre Caro. 2 petits mots, Caro, qu'est-ce que c'est exactement? Le Caro, c'est le centre d'arbitrage régional OADAC. Oui. L'OADAC, c'est l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe, juste un petit mot encore, dans la Caraïbe, on n'a pas les mêmes juridictions. Exactement. On est arrivé à matcher ça. C'est ça, c'est le constat qu'on a fait. Le constat, c'est qu'il y a un certain enclavement, il y a aussi des
des barrières linguistiques aussi, mais on a remarqué qu'on a aussi beaucoup de points communs. Voilà, on a envie de commercer ensemble. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a commencé par la rédaction de lois modèles pour harmoniser sur différents sujets, donc en droit des sociétés, en droit international privé et d'autres sujets du droit. Et on a commencé à diffuser ces lois modèles, à travailler ensemble sur cette zone de 33 territoires quand même et pays. On y revient dans un instant. Ok, à tout de suite, Solène. Alors, je reviens vers les psys. Les questions sanitaires se posent. Vous arrivez au jour, le jour même où on annonce le départ de votre bon directeur du CHU. Ça vous fait sourire. Je n'ai pas de commentaire à faire. Pas de commentaire, je ne vais pas pleurer. Vous n'êtes pas triste quand même. Vous n'êtes pas triste non plus. Bon, alors, quel est l'impact de la politique sanitaire et sociale sur la santé mentale des Guadeloupéens, surtout dans la situation actuelle? Alors, est-ce que c'est en dehors de la pandémie ou d'une manière générale? Bon, ce qui est sûr, c'est que la pandémie, le contexte tendu sur le plan sociétal, économique, vient accentuer, je pense, une situation qui est stressante et c'est compliqué parce qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir, en fait. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est très perturbant. En plus, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, beaucoup de messages contradictoires, des pressions aussi qui s'exercent, psychologiques. Et du coup, je pense que ça fait ressurgir des fois des conflits qui étaient un petit peu enfouis, qu'on arrivait à surmonter, qu'on arrive moins bien à surmonter. Ça rend les gens plus agressifs, à votre point de vue, ou plus apaisés? La situation actuelle. Parce qu'il y a beaucoup de peur aussi. Oui, je pense que ça a de quoi les rendre plus agressifs. Après, je ne peux pas dire vraiment, je ne suis pas dans chaque foyer, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une situation qui nous permet d'être très serein, et ça demande en fait de déployer beaucoup de ressources. Donc il y a des personnes qui réussissent à essayer de trouver la sérénité. Il y a même des personnes pour qui c'est l'occasion de repenser un petit peu la façon de vivre, la façon d'échanger entre nous, et donc qui trouvent comme ça finalement une certaine sérénité ou une forme en tout cas de positivité, d'esprit positif. Mais c'est pas tout le monde qui réussit parce que ça demande vraiment beaucoup d'énergie psychique. Je pose la question à Jonathan Lacavé, qui est lui aussi psychologue clinicien. Dans vos rapports avec les gens qui viennent en cabinet, je sais pas, on les appelle les patients, chez vous sentez ce que disait Karine Noël? Alors, depuis le début de la crise, c'est vrai que notre patientèle a augmenté. Il y a beaucoup plus de gens qui consultent, et notamment pour des problématiques d'anxiété. Et justement, avec des outils validés, on va les aider à dépasser cette anxiété. Oui. Parce que, globalement, quelles sont les pathologies qui reviennent le plus souvent? Angoisse, stress, peur? Oui, donc l'anxiété, la dépression, ça amène à la dépression. Même la dépression? Oui. Oui, c'est quand même lié, parce que quand on a du mal à se projeter, quand on a, en plus de ça, pour beaucoup, on se retrouve soit suspendu quand ils travaillaient dans la santé, ou leur activité n'a pas pu, ne peut pas vivre, ne peut pas, voilà, parce que ce soit aussi les commerçants, les gens qui sont dans le tourisme, enfin, il y a beaucoup de professions qui ont été impactées de toute manière par la situation actuelle. Donc c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle les effets collatéraux. Oui. Entre autres, on pourrait dire ça. Et il y a des remèdes psychologiques pour ça. Le psy, qu'est-ce qu'il propose à ces gens-là? Puisque vous n'avez pas de piqûre à donner, vous n'avez pas de comprimé à prescrire. Qu'est-ce que vous prescrivez aux gens? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, justement, cette période de Covid a montré l'intérêt de la psychologie. Oui. C'est vraiment les pouvoirs publics, politiques ont pris conscience de l'importance, de la santé psychologique et l'importance d'avoir recours aux soins psychologiques. Justement, c'est pour ça que les mutuelles ont commencé à rembourser les soins psychologiques. Ah, ça y est, ça a commencé pour les mutuelles? Ah oui. Oui. Ça a été une des mesures que la mutualité française avait annoncée il y a déjà 1 an, à peu près, en plein milieu de la situation de la crise sanitaire. Il y avait beaucoup de petits dispositifs, et donc voilà, un pas en amenant un autre, il y a eu justement
le pourquoi nous sommes là aussi, Oui. la question d'un projet de loi du remboursement des consultations des psychologues. Qui a déjà été voté. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle chez vous la décompensation? La décompensation, Oui, qu'est-ce que c'est? en fait, c'est lorsque quelqu'un qui va avoir réussi à s'organiser psychiquement pour surmonter la réalité, elle va utiliser ce qu'on appelle en psychologie des mécanismes de défense, des processus pour pouvoir surmonter les épreuves, s'adapter à la vie. Eh bien, c'est lorsque ces processus-là se retrouvent déstabilisés et que finalement ils perdent de leur efficacité. Donc les personnes vont décompenser. Et en fait, en fonction de la structure de notre personnalité, on va décompenser avec tel symptôme ou tel autre type de symptôme. Voilà, donc ce n'est pas une maladie, c'est un processus dynamique. Et il y a des personnes qui vont décompenser dans la dépression, et il y en a d'autres qui vont décompenser dans la psychose, par exemple. On peut décompenser dans une structure schizophrénique en développant des symptômes qui vont relever de ce champ-là, et d'autres qui vont relever du champ de la dépression plus classique, ou de l'anxiété, ou de la phobie, par exemple. Jusqu'à la folie? La phobie, j'ai pas. Phobie, ah bon, phobie. Mais ça peut aller jusqu'à la folie, entre guillemets. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la folie? On a tous notre petit grain de folie, sauf qu'elle ne s'exprime pas de la même manière en fonction, en fait, de notre structure de la personnalité. Là, ça vaudrait le coup un jour de faire peut-être une thématique spécifique là-dessus. Sur la folie? Oui, il y a des compensations, pourquoi pas? Comment on passe de l'un à l'autre. Mais alors, non, mais ce que j'ai envie de comprendre, c'est tous ces gens, par exemple, je prends le cas des gens qui ont perdu leur emploi. Vous en avez reçu au cabinet? Bien sûr. Non? Bien sûr. Oui. Oui. Oui, Alors, des gens qui... Quel est j'ai envie de dire, leur état mental, ces gens-là, quand ils arrivent? L'anxiété. Toujours. On revient sur ce que je disais, c'est-à-dire les gens, depuis cette crise, on a beaucoup plus d'anxiété. Des gens qui souffrent des symptômes anxieux. Et ces personnes qui ont perdu leur emploi, la problématique financière est encore plus importante. Oui. Heureusement, dans bon nombre des cas, ils auront leur mutuelle qui va pouvoir rembourser les soins psychologiques. Oui. Que fait-on avec les autres? Est-ce qu'ils pourront payer de leur poche? Ça, c'est dans le meilleur des cas. Sinon, face à cette problématique, le gouvernement a proposé justement de rembourser. Enfin, rembourser. C'est vraiment, je mets vraiment entre guillemets parce que j'insiste sur le fait que cette proposition, cette annonce est juste un effet d'annonce et qu'en fin de compte, c'est vraiment utiliser un besoin social, un besoin reconnu qui est l'accès aux soins psychologiques pour faire passer, pour redonner l'image des politiques, pour redonner une image positive de ceux qui ont voté ces lois. Mais en fin de compte, nous allons le voir dans cette émission, qu'en fin de compte, que 0,5% de la population a réellement accès à ces soins psychologiques. Et donc, ça retourne à votre question qui est, que fait-on avec ceux qui ont perdu leur emploi et qui n'ont pas l'argent, justement, pour pouvoir aller chez les psychologues? Parce que la question de ces gens qui ont perdu leur emploi, elle n'est pas seulement matérielle, elle est surtout psychologique, parce que quand on perd son emploi, bon, on perd presque un mode de vie. On perd, pour certaines personnes vont perdre leur sentiment de dignité aussi. Oui. Donc ça crée des fois un effondrement un petit peu existentiel. Une grande remise en question, une angoisse de l'avenir, et le plan du narcissisme, de l'amour de soi, de la considération, vient se mêler avec le stress économique. Comment faire pour manger? Donc il faut subvenir à ses besoins primaires, et en même temps on se retrouve avec une image de soi qui est altérée. Et vous devez agir sur ces gens, parce que on parlait de phobie et peut-être pas de folie, mais la marge est étroite, entre on passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire que j'ai pu comprendre qu'il y a des gens qui ont craqué vraiment. Oui, il y a des personnes qui craquent, et comme je disais, des fois on tient dans notre structure en fait par rapport aux mécanismes qu'on met en place. Mais si ces mécanismes-là ne tiennent plus, là, on régresse. Oui, voilà, donc on régresse dans des états affectifs qui, s'ils ne sont pas suffisamment sécures, peuvent nous mener à la folie. Oui, tout à fait.
Et donc, ces dispositifs qui ont été prévus pour permettre aux gens de bénéficier, entre guillemets, de l'aide psychologique, comment ça fonctionne maintenant? Parce que je sais que pendant la pandémie, il y avait une cellule qui fonctionnait plus ou moins. Alors ça, c'était la cellule, oui, ça fonctionnait la première année. Oui. C'était la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique. Oui. Voilà, donc ça, c'est vraiment une cellule qui est mobilisée lors de catastrophes, voilà, qui dépend qui est sous l'autorité de l'ARS et du SAMU. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'un part qui peut être déclenché lors d'un séisme ou lors d'un attentat, etc. Oui. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du Ségur de la santé mentale en juillet 2021, le ministre Olivier Véran a donc annoncé que les psychologues, qu'un dispositif allait être mis en place avec la sécurité sociale pour le remboursement des consultations de psychologues. Et c'était aussi pour pallier au délai trop long de prise en charge dans le secteur public, dans les CMP. Et donc, le 24 décembre, la loi pour le financement de la sécurité sociale 2022 a été votée, le 24 décembre 2021. Un décret est sorti fin janvier. Donc, l'article 79 de la loi précise justement le cadre du dispositif. Et Jonathan va peut-être reprendre la suite pour expliquer rapidement comment, pour qui ça s'adresse. Les gens qui nous regardent, ils ont besoin de comprendre concrètement, je veux dire, le bénéfice de cette loi. Là, je vais expliquer tout de suite le bénéfice, entre guillemets, bien sûr. Je dis bien des guillemets. Entre guillemets. Justement, on va expliquer là tout de suite comment avoir accès à ce dispositif. Oui. Alors, pour avoir accès à ce dispositif, il faut déjà aller voir son médecin traitant, pour ceux qui en ont. J'ai beaucoup de patients qui n'ont pas de médecin traitant ou qui n'ont pas vu leur médecin depuis bien 1 an. Il faut demander à ce médecin l'autorisation pour aller voir un psychologue. C'est-à-dire qu'il faut... c'est la première étape. Hein? C'est ça. Donc, il faut argumenter avec le médecin de pourquoi ça serait intéressant. Il faut le convaincre, c'est ça? C'est ça. Mais en fin de compte, c'est ça. Vu que c'est le médecin qui donne l'autorisation pour aller voir un psychologue. Ça s'appelle un adressage. Si le médecin dit « Non, vous n'avez pas besoin de psychologue », ça s'arrête là. La personne n'a pas de remboursement. Même si la personne a... C'est ça la loi. C'est voté. C'est voté. Donc, dans quelques jours, dans les jours à venir, notre président va nous annoncer que les psychologues sont enfin remboursés. Maintenant, on connaît la vérité. C'est pas fini. Pour avoir accès à ce remboursement, il faut avoir un trouble anxieux léger. Un trouble anxieux léger, donc ça veut dire que le médecin, il doit évaluer s'il y a un trouble et si ce trouble est léger. Si c'est intense, il n'a pas droit accès au remboursement. Il peut entrer dans ce dispositif s'il a une dépression légère. Pareil, le médecin doit évaluer s'il y a une dépression et si elle est légère. Si elle est profonde, il n'a pas accès. Juste une petite question. Le médecin, il est qualifié pour pouvoir détecter? Apparemment, selon notre président, oui. Hein, c'est lui qui devrait faire la psychologie, en fait. Donc, apparemment, il doit y avoir peut-être des modules de psychologie dans les études de médecine. Je ne sais pas ce qu'en pensent les médecins, et je pense que certains, d'ailleurs, ils n'ont pas le temps de le faire. N'ont pas forcément ni le temps, ni la formation. Donc, des outils seront mis à leur disposition, des outils d'évaluation seront mis à leur disposition, mais voilà un petit peu quel est le cas. Mais il y a une relation directe entre le psy et le médecin sous ces cas-là. C'est-à-dire, est-ce que le médecin peut vous appeler? Oui, j'ai vu monsieur X, il me semble que... etc. Oui. C'est pas une prescription, c'est un adressage. Ah, c'est un adressage. Voilà. Donc, en fait, il adresse comme un confrère, on adresse un patient et le psychologue va aussi réévaluer la situation. Le truc, c'est que dans le dispositif même, il y a des critères d'inclusion. Donc, Jonathan commençait à expliquer, il faut avoir notamment des troubles anxieux ou dépressifs ou alimentaires légers. Ça peut être aussi des problèmes d'addiction. C'est un mésusage des drogues. Ça veut dire que la personne qui consomme du crack, il peut aller voir le psychologue que s'il ne sait pas comment ça fonctionne le crack. Que s'il ne sait pas que si c'est une drogue, mais s'il est réellement addict, il ne peut plus aller voir le psychologue. En tout cas, il ne peut plus bénéficier de ce dispositif, de ce remboursement. Du remboursement. C'est-à-dire qu'en fait... C'est la loi. Comme c'est voté, c'est comme ça. C'est là qu'ils définissent le léger avec le... Donc en fait, il y a une classification, comme si on était tous
compartimenté et qu'il n'y avait pas de dynamique et d'évolution. Enfin bon, voilà, on reprendra après hein, les éléments négatifs. Et alors du coup, combien de séances ? Oui. Alors combien de séances ? Il y a une séance d'évaluation par le psychologue et ensuite 7 séances de suivi qui seront remboursées. À l'issue de ces 7 séances, le médecin doit réévaluer le patient, le psychologue et le médecin. Si le médecin s'aperçoit que la personne... Alors, si la personne va mieux et qu'il n'y a plus besoin, c'est bon. Oui. Si la personne va moins bien ou que sa situation s'est aggravée et que, par exemple, elle a besoin de prendre des psychotropes et qu'elle prend des psychotropes depuis plus de 3 mois, 2 mois même, 2 mois, je crois, pour la dépression et 1 mois pour les anxiolytiques, alors elle ne peut plus bénéficier. Elle sort du dispositif. Il faut qu'elle aille voir le psychiatre et le psychologue au CMP. Elle ne peut plus continuer avec le psychologue qu'elle a vu. Voilà, parce qu'en effet, dans les critères d'exclusion, il y a ces médicaments. Rappelons, voilà, pour ceux qui se demandent c'est quoi un psychotrope, par exemple, ça va être les anxiolytiques, les antidépresseurs ou les somnifères. Donc, si vous prenez un anxiolytique, un antidépresseur ou un somnifère, vous ne pouvez plus avoir accès à ce dispositif. Les soins psychologiques ne sont plus remboursés pour vous. Mais alors, comment les psychologues que vous êtes ont accueilli ce dispositif ? On est en colère, ça se voit, non ? C'est pour ça qu'on est là. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, on n'a pas encore fini les choses, hein, parce qu'il y a le fait que le type de prise en charge que le psychologue va pouvoir apporter est défini par la loi, hein, par le gouvernement, comme un accompagnement psychologique, et non pas une psychothérapie. Donc ça veut dire que les personnes, on les voit par exemple une fois par mois, parce que c'est 7 séances, hein, donc sur 1 an. De 30 minutes. Alors 30 minutes, la durée n'a pas été précisée, mais il faut savoir que le tarif étant de 30 € la séance, c'est-à-dire 2 fois moins que la pratique habituelle, forcément les psychologues... ça va être un petit peu compliqué. Donc on va voir ça après pour pouvoir continuer. Hein, c'est ce qu'on voit dans dans l'image qui est passée là. Au niveau du budget, alors là, c'est l'image qui parle un petit peu qu'avec le financement que la sécurité sociale met dans le dispositif, elle aurait pu l'utiliser différemment en embauchant plus de psychologues à l'hôpital. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette loi, normalement, elle a été votée pour réduire les délais d'attente dans les CMP. Pour réduire les délais d'attente dans les CMP, il suffisait d'engager du monde dans les CMP. Au lieu de s'intéresser aux psychologues en libéral. C'est ça. Et parce que si on en revient sur l'histoire du tarif, à 30 € la séance, pour que le psychologue, pour que ce soit viable pour lui, si il est payé 2 fois moins, il faut qu'il travaille 2 fois plus. On est d'accord, c'est logique. À tous les prix n'opposent. Donc ça devient du travail à la chaîne. Hein, donc on a une petite image qui le montre bien d'ailleurs. Voilà, c'est avec le robot. C'est pas celle-là. C'est ça. Ça s'applique déjà ici en Guadeloupe, ça s'applique déjà. Demain, ce sera sur l'échelle nationale, on aura ce dispositif qui est mis en place. Mais en effet, au bout d'un moment, le psychologue, si il faut qu'il voit 10 patients au lieu de 5 dans sa journée, feuille de soins comprise, prise de rendez-vous comprise, il ne sera pas disponible psychiquement. Il faut savoir quand même que pour pouvoir être à l'écoute de quelqu'un qui souffre, qui est en dépression, qui a, je sais pas moi, des problèmes existentiels, ou qui a un deuil difficile, qui a eu X raisons, qui a aussi des choses de l'enfance qui remontent, qui peut pleurer en séance. C'est très fréquent que nos patients pleurent, mais ils pleurent pas tout de suite quand ils arrivent. C'est pas bonjour monsieur le psychologue, je pleure, ça y est, hop, ça va mieux, au revoir. Non, il y a un échange, il y a quelque chose qui démarre. Quelle est la durée moyenne d'une consulte ? Généralement, c'est plutôt 3/4 d'heure à 1 heure. Et là, vous serez amené à quoi ? 10 minutes ? Non, peut-être 30 minutes. Alors, chacun est libre. C'est-à-dire que s'il y a des psychologues qui souhaitent faire 3/4 d'heure, ils peuvent. Mais voyez bien qu'à 30 €... Oui, à 30 €, la journée revient à 60 €, quoi. Ouais, enfin, voilà, c'est ça qui est compliqué. Il peut y avoir aussi des psychologues... Enfin, voilà. Donc, la durée n'a pas été fixée par la loi, mais il est évident que c'est pas très viable. Mais l'ordre des psychologues est intervenu sur cette question ? Il n'y a pas d'ordre.
de psychologues. Donc ce sont les organisations, et c'est vrai que beaucoup d'organisations dont les images qu'on a diffusées sont justement issues de Manifeste Psy ont appelé à boycotter ce dispositif. On a une organisation qui est restée plus neutre, mais qui laisse les psychologues décider parce qu'elle a fait le choix de continuer à travailler, c'est la FFPP, à travailler avec le gouvernement sur les projets de loi et de décrets. Et ce qui a permis d'arrondir des angles, parce que ça aurait été pire encore s'ils n'avaient pas participé. Mais c'est vrai que la majorité des psychologues et des organisations ne sont pas d'accord. Si quelqu'un... Alors déjà, c'est pareil, pour rentrer dans le dispositif, le psychologue, il n'y a que 1000 psychologues, enfin, ce n'est pas tous les psychologues qui pourront être remboursés. Il faut être inscrit sur une liste, avoir postulé auprès de la Sécu et répondre un petit peu aux critères demandés. Donc, le patient qui souhaite doit consulter la liste des psychologues qui sont inscrits sur le dispositif et choisir parmi cette liste. Ça n'est pas tout le monde. C'est pour ça que... Et s'il ne trouve pas, s'il n'y a pas de place, tant pis pour lui. Ça sera le même fonctionnement qu'habituellement. Mais il n'y a pas plus de monde dans les CMP, du coup. Pour accueillir et les demandes. Parce que jusqu'à présent, c'était le rôle des CMP aussi, de pouvoir accueillir tout le monde sans discrimination. Mais il y a des listes d'attente. Alors en Guadeloupe, des fois, on a jusqu'à 6 mois... de liste d'attente selon les CMP, mais dans l'Hexagone, il y a plus d'1 an d'attente des fois dans certains CMP. Ça peut aller à plus d'1 an d'attente avant de recevoir une personne. Donc il y a vraiment beaucoup de demandes, mais... Alors, un dernier mot, mais concrètement, alors, ce dispositif, il est ce qu'il est, vous ne l'acceptez pas globalement, les syndicats d'infirmiers... de psychologues. De psychologues, excusez-moi, sont montés au créneau. Oui, il y a eu plusieurs journées de manifestation. Oui, il y en avait eu déjà une au mois de juin, une au mois de septembre, je crois, et la dernière au mois de mars. Là. Et je sais qu'il y en a d'autres de prévus. Même après le 10 avril. Pardon ? Même après le 10 avril. Oui. Oui, même après. C'est pas justement, il faut pouvoir. On verra à ce moment-là quel dialogue qui pourra être noué. Donc je sais que par rapport à la question des CMP, de la psychiatrie et des psychologues en service public, apparemment, la FFPP a annoncé que la reprise de discussion avec la DGOS, allait pouvoir se faire, là, prochainement. Donc la DGOS, c'est la Direction Générale des Affaires Hospitalières, on va dire, et de l'organisation hospitalière. Et donc on espère que quelque chose va être un petit peu fait aussi au niveau de la psychiatrie du secteur public. Mais bon... on n'est pas dupe, on est, je pense, ça reflète quelque chose de plus général. Les services publics sont de plus en plus privatisés, réduits à peau de chagrin, et il y a une ubérisation de toutes les professions, en fait. Bien. Vous remercie d'être venu porter ces précisions qui étaient nécessaires, mais il va falloir peut-être revenir dans quelques semaines. Oui, parce que ce qui est important, en fait, que les gens comprennent bien aussi pourquoi c'est compliqué pour nous, c'est que notre éthique et notre déontologie est bafouée. C'est-à-dire que nous, psychologues, nous travaillons dans un champ et une pluralité très large, ce qui nous permet de nous adapter aussi à chaque patient. Donc on a des courants de pensée différents, des psychothérapies différentes, des méthodes différentes. Et ce dispositif n'en tient pas vraiment compte. Il y a aussi d'autres projets de loi qui n'en tiennent pas compte par ailleurs. Et puis, on a aussi, par essence, notre objectif, c'est d'accompagner les personnes vers une meilleure autonomie de pensée. Et d'avoir un meilleur accès à un libre arbitre, de prendre en compte la dimension psychique qui est singulière, qui est mouvante. Et pour cela, le psychologue a besoin à la fois de garder son autonomie professionnelle et pas de dépendre d'un médecin, et de pouvoir aussi ne pas avoir quelqu'un 3-4 séances et puis hop, tout d'un coup la personne va moins bien, mais elle va peut-être pas moins bien à cause de la psychothérapie. Ça ne veut pas dire que c'est un échec de la psychothérapie. Il y a des personnes qui vont moins bien parce que justement le travail psychothérapique aussi des fois met en branle, met en route des choses qui ne sont pas toujours faciles. Il peut y avoir des aléas aussi extérieurs
qui font que la personne va moins bien et elle a besoin d'un coup de pouce, par exemple médicamenteux, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter pour donner la main à un autre psychologue dans un autre service. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose là qui manque de lien humain, qui est bafoué. Donc d'un point de vue éthique, pour nous, c'est compliqué. Ok. Merci d'être venu. Il est 13h26. On a le temps de faire un petit tour sur l'actualité. On a le temps? Oui, un deuxième sujet, c'est le problème sanitaire, les remontées des fosses septiques. Ça sent pas très bon. Petit Caillou, Lamentin. Vianney Valverti est rendu, peut-être avec un masque, j'espère. On regarde. On a un problème qui dure depuis 4 ans. La résidence a été livrée, ça fait 4 ans, et ça fait 4 ans qu'on a le même problème, c'est-à-dire un problème d'assainissement des eaux usées. Alors, au début, Karaoke Assainissement venait 2-3 fois par semaine, sur plusieurs passages. Et maintenant, ils ne viennent plus, il faudrait qu'on les appelle. Mais Karaoke Assainissement, eux, ils sont là pour le dépannage. Donc, si Karaoke Assainissement intervient, c'est parce qu'il y a un problème d'assainissement. Donc, aujourd'hui, cette semaine, la voisine, en l'occurrence, elle a eu un problème où l'eau a débordé de ses toilettes du bas, ce qui est tout à fait pas normal. Moi, je n'ai pas eu le problème de débordement d'eau, sauf que l'eau est à un certain niveau assez élevé dans les WC. Une semaine, on s'est retrouvés avec, enfin moi personnellement surtout par rapport à la situation géographique de mon appartement, avec des eaux insalubres dans mes toilettes du bas que je n'utilise pas depuis plusieurs mois. Voilà, donc on a essayé d'appeler un petit peu partout, que ce soit le bailleur, la CEMAG, la mairie, Onodis, enfin tous les organismes qui sont un petit peu... qui s'occupe de la résidence. Et en fait, tout le monde se renvoie la balle. Depuis 2018, quand on a emménagé, on a passé les fêtes où il y avait déjà les remontées des eaux également. Donc depuis là, il répare, ça revient à chaque fois. Quand on se douche, vu qu'on a une douche en hauteur, pardon, l'eau reste au niveau des pieds. En fait, c'est très désagréable parce que même se doucher, on veut être propre et avoir les pieds dans l'eau, c'est pas l'idéal. On n'a pas à se retrouver dans ce genre de situation. Il y a des familles ici, on parle de dignité humaine quand même. Hein. Derrière ces mots, il y a des personnes, des familles. On respire, là on ne le sent pas aujourd'hui, mais on respire jour et nuit des odeurs d'excréments fermentés. On est obligé de vivre fermé chez nous, de trouver des systèmes pour pouvoir mettre de l'encens, des choses comme ça, pour pouvoir avoir un minimum d'air dans notre logement. Et de nos jours, je trouve ça indigne, honteux. On en a marre. Les odeurs sont là jour et nuit. On peut pas vivre. Ma compagne, on a eu un enfant. Au début, pendant ses congés maternité, elle restait enfermée jour et nuit dans la maison, impossible de sortir, impossible d'ouvrir la maison. Pourquoi? Parce que les odeurs, c'est insupportable. Donc il faudrait trouver une solution. Je ne sais pas si c'est la CEMAG. On a fait appel à la CEMAG. La CEMAG nous dit que ce n'est pas eux. Avant c'était la CNBT, maintenant c'est plus eux. Je ne sais plus quoi. Donc il faudrait trouver une solution. Et c'est dommage qu'en Guadeloupe qu'on ait autant de problèmes, que pour pouvoir avoir un résultat à un problème, qu'il faudrait faire intervenir les médias. Voilà, 13h28, fin de cette deuxième partie. On se retrouve tout à l'heure avec Madame Balaguette qui est déjà là. On va parler du carreau et tout de suite après, Jean-Luc Divial et Yannick Noubas. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL. Je vous ai dit, on va recevoir Madame... à chaque fois, j'oublie son nom. Ça va revenir. Madame Balaguette, c'est un nom que je connais. Notre ami Jean-Luc est là. Et aussi Yannick Noubas, bonjour. Avec lui, on va parler de la start-up Izoukan. Ça veut dire quoi, Izoukan, en Yoruba? Bien joué. Exactement, très bien joué. Effectivement, ça s'appelle l'Yoruba et c'est recréer un peu de lien en fait. Voilà, c'est juste, on est dans l'esprit de recréer du lien. Voilà, exactement. Et le bien-être. Le bien-être, voilà. De s'occuper des gens, etc. Voilà. Ok, alors Célène Balaguette, on parlait tout à l'heure du centre Carreau. Alors vous disiez que c'était l'intégration juridique de la Caraïbe. Alors comment ça se fait concrètement? Parce qu'il y a la barrière de la langue et ce n'est pas les mêmes juridictions. Certains États de la Caraïbe dépendent encore de la juridiction de l'Angleterre, carrément, qui n'est pas toujours compatible, surtout avec le Brexit, n'est pas toujours compatible avec ce qu'on fait ici. Comment vous allez faire? Alors effectivement, le projet WADAC, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc déjà une intégration juridique en passant par la rédaction de lois modèles, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on a pris les sujets les plus importants, on va dire en droit des affaires, et on s'est dit on va essayer de s'harmoniser collectivement. Donc ça passe par le droit des sociétés, le droit international privé, donc voilà, c'est certains sujets spécifiques au monde des affaires. Et sur cette zone de 33 pays et territoires, on a fait des lois modèles qui ne sont pas obligatoires, on n'est pas obligé de les suivre, mais qui ont permis de créer un cadre
pour pouvoir fonctionner et réfléchir un peu de la même manière sur certaines questions. Voilà. Alors, un chef d'entreprise guadeloupéen qui veut... Comme monsieur. Oui, par exemple, une start-up qui veut commercer avec la Caraïbe, vendre des produits de santé, par exemple. Comment ça va se passer? Il consulte le carreau? Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est vrai que déjà, on travaille avec la CCI, qui est notre chef de file. Oui. Et le but du carreau, c'est de mettre à disposition des entreprises de la Guadeloupe, mais aussi de la région, des outils. Donc, on a 4 outils. Il y a, par exemple, la facilitation. Imaginez, vous avez quelqu'un, monsieur décide de commercer, par exemple, avec quelqu'un au Panama. Il a trouvé quelqu'un avec qui ça matche bien au Panama. Il veut s'exporter au Panama. La facilitation va en fait permettre de définir les obligations de l'un et de l'autre pour réussir à ce que le projet puisse être viable. Donc ça, c'est la facilitation. On appelle aussi la médiation de projet. Et aussi l'expertise, c'est-à-dire, par exemple, je vous prends toujours un exemple, c'est plus facile. Imaginons, il y a des questions en matière de propriété intellectuelle. Chaque État a une manière de réfléchir sa propriété intellectuelle, sur comment on la conçoit. L'expertise va permettre d'apporter une réponse ponctuelle sur cette question. Comment on conçoit la propriété intellectuelle au Panama? Donc en fait, ça permettra d'offrir des outils aux chefs d'entreprise, à l'entrepreneur, aux porteurs de projets qui décident de s'exporter pour que la question juridique ne vienne pas bloquer le processus. Voilà. Ou alors que quand il s'est lancé, il se rend compte qu'au final, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc c'est vraiment tout ça, permettre d'anticiper, anticiper et régler aussi les conflits. Alors, vous travaillez avec les organismes régionaux de la Caraïbe ou... Oui. CARICOM, OSCE, OSCS, etc. Oui, exactement. On travaille en étroite collaboration avec l'OSCE. On a fait des présentations pour eux, mais aussi avec plus proche de nous, il y a aussi le ACP Légal, qui est déjà en fait l'association européenne. Voilà, il faut aussi rappeler les supports européens. Mais oui, l'OCO, le CARICOM, la Cour de justice caribéenne, puisque notre président, c'est un ancien président de la Cour de justice caribéenne. Donc, il y a aussi la Cour de... Enfin, la liste exhaustive est sur le site, mais voilà, il y a aussi la Cour d'arbitrage de Cuba, en Haïti. On a des partenaires, oui, on travaille avec beaucoup d'organisations. Alors, parce qu'en fait... dans la Caraïbe, c'est pas unifié. Vous avez partie anglophone, partie hispanophone, hollandophone, si on peut parler comme ça, lusophone en tout cas. Ce ne sont pas les mêmes juridictions. Alors, vous avez un travail de titan là, à faire. Ah oui, moi j'ai du travail, oui, donc c'est sûr. Mais c'est vrai que oui, déjà, en fait, on est le seul centre qui fonctionne dans 3 langues. Donc on fonctionne en anglais, en français et en espagnol. Pas encore, malheureusement, en néerlandais, mais bon. Mais voilà, on fonctionne déjà dans ces 3 langues. Et puis, comme vous dites, c'est vrai que voilà, il y a des droits de ce qu'on appelle de type common law, il y a des droits civilistes comme en France, on utilise un code, et il y a des pays qui utilisent un droit mixte, qui mélangent parfois les deux. Donc oui, on a un travail titanesque, mais effectivement, on a quand même développé un réseau dans cette région caribéenne, dans cette zone OADAC, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette zone de 33 pays et territoires. Donc on a des gens sur tous les territoires qui connaissent le projet, qui ont participé, comme je le disais, à la rédaction des lois modèles, mais qui aussi sont des référents, par exemple, si on a des questions, si on a besoin de choses. Donc voilà, on fonctionne en réseau, on utilise un réseau de juristes et d'experts caribéens. Alors quand il y a un conflit, quelle est la juridiction qui est compétente? Celle de l'Europe qui nous représente entre guillemets ici, ou celle du pays c'est justement l'un des autres outils. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la facilitation et de l'expertise. Là, on est plus dans l'anticipation. Et le carreau aussi, les 2 autres outils qu'on appelle la médiation et l'arbitrage, qui, eux, ont vocation à résoudre les conflits. Et alors, effectivement, l'avantage du centre carreau, c'est que lorsque vous mettrez, je vous encourage à le faire, dans vos contrats, ce qu'on appelle une clause compromissoire, la clause va dire que le centre carreau, ici, en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, Tour-Cécile, 2e étage, est compétent pour juger des litiges entre 2 sociétés, entre deux personnes. Donc voilà. Et ça fonctionne avec la Martinique aussi? Oui. C'est pour toute la zone Caraïbe, et même, au final, même de manière internationale, si voilà, les parties décident de nous attribuer la compétence de pouvoir juger du litige qui les concerne. Donc voilà. Le chef d'entreprise, ça coûte cher? Alors justement, on a beaucoup réfléchi à ça. On s'est rendu compte que le tissu économique de la Guadeloupe, mais aussi de la région Caraïbe, est assez particulier. On a des TPME, on a des PME, on a aussi des gros groupes, voilà. Et on s'est dit comment
faire en sorte que des outils qu'on utilise en fait beaucoup dans le monde des affaires, dont l'arbitrage et la médiation, pour des montants qui sont quand même assez astronomiques, comment on peut faire en sorte que ces outils qui sont faciles et qui sont accessibles, comment on peut les rendre faciles et accessibles aux entrepreneurs et aux entreprises de Guadeloupe. Donc on a réfléchi à des budgets qui sont quand même assez abordables. Et effectivement, il y a des forfaits. Alors, bien entendu, c'est en fonction du montant en litige, mais le barème, oui, est totalement abordable. Il a été réfléchi en connaissance de cause. Donc, par exemple, je crois que pour la médiation, la facilitation, ce que je disais, c'est on a des barèmes de frais qui sont assez accessibles et par exemple on propose des forfaits pour 3 heures, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près 800 €. Donc voilà, ça vous permettra de pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle un tiers neutre. Voilà. Donc quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas l'autre partie non plus et qui est juste là pour vous mettre autour d'une table, discuter avec vous et vous présenter vos options et ce qui va vous permettre d'avancer et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inégalité. Voilà. Que par exemple vous êtes une TPME mais vous avez trouvé qu'un partenaire qui a un peu plus de poids économique, un peu plus de poids au niveau financier, le médiateur ou le facilitateur, justement, est là pour vérifier que tout se passe bien et qu'il y ait une égalité, en final, juridique entre les parties. Alors, un dernier point, mais l'accessibilité pour les chefs d'entreprise, comment ça se passe? Ils viennent au 2e étage de CCI? Oui, ils peuvent aussi nous envoyer un mail à secrétariat@caro.org, voilà, et où est-ce que justement ils peuvent nous exposer un peu leur litige, s'il y a litige, ou alors leur projet. Et justement, à l'occasion des portes ouvertes, au final, puisqu'on n'a pas pu faire l'inauguration en fin de 2021. On va faire 3 jours justement de formation et d'information pour que les gens puissent se familiariser avec les services qu'on propose, mais aussi à savoir par exemple comment on remplit une requête, si vous voulez faire une demande, comment on remplit une clause, si vous voulez la mettre dans votre contrat. Donc voilà, on va le mardi, demain mardi, dès 8h30, sur toute la journée. La formation, elle est gratuite d'ailleurs. On invite tous les chefs d'entreprise, les gens qui en ont besoin, à venir faire une demande aussi, s'ils ont besoin, à remplir la requête, à nous contacter pour qu'on puisse mettre en place le système pour pouvoir les accompagner. Donc voilà. Merci, en tout cas, bon travail. Que ça s'annonce, je ne vais pas dire compliqué, mais enfin, disons, nécessaire. Oui, et puis c'est un beau projet. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se rende compte qu'en tant que Guadeloupéen, on a quand même été choisi sur une zone de 33 territoires, je le répète encore, pour être le centre qui va permettre de régler des litiges dans la Caraïbe et au final dans le monde entier. Donc c'est quand même une fierté. Donc oui, c'est un beau projet et beaucoup de boulot. En tout cas, merci madame d'être venue. Alors, Yanis Noubias, vous êtes responsable d'une start-up particulière. Qui l'a mise en place, cette start-up? Alors, cette start-up a pris naissance avec 2 collaborateurs qui sont M. Hugues Lamy, donc qui est bien connu dans le secteur de la santé. Voilà. Oui, et je pense qu'il a une expérience qui va au-delà de mon âge, même, pour donner un peu le poids de son expérience. Et Juliano Rémy, qui lui et dans le digital également. Donc ce projet... C'est une plateforme. Et c'est une plateforme. Alors, Isocan, si vous voulez, on est vraiment une start-up. Donc, une start-up qui œuvre dans le milieu des technologies, mais à usage, on va dire, je ne dirais pas médical, mais pour faciliter en fait, le bien vieillir des personnes âgées, de manière générale. Et dans ce contexte-là, on a créé une plateforme qui s'appelle la plateforme des aides, et qui est effectivement à la fois une plateforme et un automate qui permet justement aux personnes âgées de reconstituer tout le cercle de solidarité qu'il y avait autour d'elles. Et pour être un peu plus imagé, on a tous, en fait, je vois un peu nos âges sur le plateau, on a tous connu cette fameuse dame qui n'avait plus sa famille autour d'elle, qui n'avait plus personne, et dont tout le cercle, tout le quartier s'organisait. Donc il y a même quelqu'un, si elle était abouillante, le bus prenait ses médicaments à basse terre, donc quelqu'un récupérait du bus pour lui ramener, il y a la voisine qui s'occupait d'elle, l'autre voisin passait pour savoir si elle avait mangé ce midi. Donc, en gros, toute cette solidarité-là, en fait, on l'a modélisée. Donc, ce qui en fait un projet guadeloupéen avec une sensibilité vraiment pure guadeloupéenne, on l'a modélisé de manière à utiliser le digital, donc mettre le digital au service justement de cet accompagnement-là, et pour créer justement une plateforme qui soit en mesure de fédérer tout ce dont la personne a besoin quand elle est âgée, isolée ou en perte d'autonomie.
Alors, je pose la question pour essayer de comprendre. Monsieur Lamy, que je connais depuis longtemps, je sais il est dans le secteur de la santé, de l'équipement des personnes âgées, des malades, etc. Exact. Quel est le rapport avec Isocan? Le rapport, en fait, il est... ou l'utilité pour lui. Il est extrêmement concret parce que M. Lamy, il a une expérience non négligeable dans l'accompagnement des personnes âgées isolées. Tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, son point de vue et son apport métier est fondamental parce que moi, je viens avec un complément, et Juliano aussi, qui est totalement digital. Moi, je travaille dans plusieurs pays d'Europe sur de gros projets européens. Et là, l'idée de cette fusion, c'est d'avoir cette compréhension des besoins du patient local et d'apporter des solutions digitales de manière à ce qu'il soit, qu'on retrouve son bien-être et son bien-vieillir, sachant que dans très peu de temps, l'INSEE, les groupes de l'INSEE le montrent, et ce n'est pas qu'en Guadeloupe, mais il n'y a qu'à voir nous. Ma génération fait 2 fois moins d'enfants que celle d'avant, et ainsi de suite. On fait même quelques fois, même pas. Même pas du tout. Oui. Donc, sans aller dans les chiffres et sans être trop précis dans les chiffres, il en va de soi qu'on court très rapidement vers des problématiques d'hébergement ou d'accueil, d'accompagnement des personnes âgées. Et Isocan est exportable? Isocan est exportable parce que l'idée d'Isocan, c'est vraiment de modéliser, de créer ce modèle-là, donc de l'expérimenter. Donc c'est ce qu'on va commencer dans pas longtemps. Et de très rapidement, on a déjà des contacts en Martinique. Et ce savoir-faire guadeloupéen qui pour moi est fondamental, donc l'idée de la solidarité, du cercle de solidarité, c'est de l'exporter en France hexagonale, puis ailleurs. Mais dans la world map, on va faire Martinique, Guyane et Hexagone. Oui. Et donc, la mise en œuvre pratique débute bientôt? Exactement. Donc, on a une expérimentation qui va démarrer dans pas longtemps, avec une agglomération qui joue le jeu et qui est très intéressée par le projet. Donc, l'idée de ça, c'est à la fois d'expérimenter l'automate pour voir l'impact que ça peut avoir chez les gens, sachant qu'il est pensé pour qu'il y ait un minimum d'expression de ce qu'on appelle la fracture numérique. C'est-à-dire que l'idée est que la personne, même si elle n'est pas technophile, elle soit en mesure, c'est de réduire un maximum. C'est un outil discret, c'est un assistant, on va dire virtuel, qui est discret, mais qui, avec une faible compétence informatique, permet à la personne justement de s'en sortir assez rapidement et assez facilement. Donc l'expérimentation va aussi permettre, en Guadeloupe, je dis bien, de se rendre compte de manière évaluative des difficultés qu'on a, parce qu'on va pouvoir, quand je vois l'automate, on l'a pensé pour qu'il soit extrêmement autonome en zone blanche. C'est-à-dire que dans les fins fonds, dans ce Bertrand, où il n'y a pas de réseau, le système est conçu pour fonctionner de manière totalement autonome. Même hors réseau? Même hors réseau, exactement. C'est-à-dire que pas vraiment hors réseau, mais il y a un système de bascule qui capte le meilleur réseau possible, avec une autonomie de 48 heures pour les premières versions, s'il y a une coupure d'électricité. Ce qui fait que la personne, elle est joignable, elle garde le lien avec sa famille et son cercle. Donc voilà, donc c'est un peu l'objet de la première expérimentation qui va débuter dans quelques mois. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de ça, on sera en mesure d'affiner le modèle pour l'exporter d'ici mi-2023. Et donc, ça facilitera, vous êtes sûr, le lien? Alors, au-delà du lien, ça facilite la vie courante, déjà. En condensant tout ce dont a besoin la personne isolée dans un automate qui soit en interaction avec elle. Ça facilite grandement les liens. Ça permet justement de mieux vieillir à domicile déjà, parce qu'on va se retrouver avec des places en EHPAD qui seront de plus en plus chères. Et puis, et derrière, au final, ça crée une ouverture effectivement vers l'extérieur pour la personne. Donc, en termes de facilitation, oui, ça facilite grandement Puis on attendra avec impatience la mise en œuvre. Je me ferai un plaisir de vous faire des retours sur la mise en œuvre. Oui, c'est intéressant de savoir parce que, on parle du projet, mais on a envie de voir sa mise en place. On y est, on va commencer sous peu. Donc du coup, je me ferai un plaisir de ramener les images et de vous inviter. Il y a une vidéo, on peut passer la vidéo quand même, Jordan, on va voir ça un peu. La plateforme BZ à domicile est la solution innovante pour rompre l'isolement des personnes maintenues à domicile ou en perte d'autonomie. C'est une solution mobile, autonome, partagée, sécurisée qui permet de retisser du lien social, faciliter la prise en charge médicale et améliorer leur qualité de vie tout en assurant leur sécurité. La box autonome est le cœur du dispositif. Elle permet le partage de données, la téléassistance et la géolocalisation. L'application mobile regroupe de nombreux services.
Z-Agenda est un service d'agenda partagé entre le patient et sa famille. Il permet aux membres de la famille de superviser les événements depuis le smartphone. Grâce à Z-Agenda, tout le cercle est au courant des événements clés du patient. Z-Secours, le module de centralisation des informations du patient en temps réel contenant le journal du patient, la géolocalisation, les coordonnées des soignants et des référents. Il est destiné à la famille, médecins traitants, infirmières, services de secours. Z-Assistant veille à l'observance des soins et des actes utiles à la vie du patient. Il accompagne le patient tout au long de sa journée en transmettant des messages, de la musique, des rappels ou des conseils. Z-Prestation offre aux patients l'accès à la communauté des professionnels de services à domicile de tous les secteurs. Les soins esthétiques, les activités douces et de loisirs, le portage de repas, les services à la personne. Z-Alert permet à la personne isolée d'être alertée par la sécurité civile en cas de risque important concernant sa région ou son quartier ou de danger physique grâce à l'aide des objets connectés. Z-Famille, le service qui établit le lien complet entre le patient isolé et sa famille. Il permet de rompre son isolement et de créer des liens intergénérationnels par le biais de visioconférences, partage de photos, messages vocaux. La plateforme des aides à domicile propose une multitude de services plus. La téléassistance et le monitoring de l'activité, la liaison des professionnels de santé, le bilan environnemental partagé, les statistiques à destination des caisses d'allocation familiale et d'assurance maladie. Elle permet de rétablir le cercle autour de la personne isolée à domicile à l'avantage de tous. Enfants, famille, personnel médical, pharmaciens, mutuelles, services de secours. Mais voilà, sur le Z, ça tombe bien, c'est au ZCL. Voilà, il est 13h52. Tout de suite, on part avec Jean-Luc. On parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, on travaille sur nos noms. Hein. Oui. C'est ce que nous avions annoncé. Oui. Nous allons parler des noms Congo. Oui. La sélection du jour. Voilà, pas long, mais on va expliquer. Générique. Les premiers noms? Alors, plus qu'une simple explication de texte concernant nos noms de famille, j'ai souhaité mettre l'accent sur une racine qui se retrouve dans beaucoup de noms de famille d'origine Congo. Bon, nous ne sommes pas sans ignorer la présence Congo chez nous. Bien sûr. Et donc cette racine-là, elle a un lien directement avec le léopard. Donc nous allons voir cette présence du nom du léopard dans certains de nos patronymes. C'est parti. Alors, le léopard, les patronymes congo-guadeloupéens. Nous savons que dès la période la plus ancienne de l'arrivée massive des Africains ici en Guadeloupe, en situation d'esclavage, mais aussi à la période la plus récente, il y a eu plusieurs vagues successives d'arrivées de Congo. Et donc, ils ont laissé des éléments culturels très puissants. Hein. On parle du Toa-Toa-Tupatou, Makuku Matatou et beaucoup d'autres. Alors, c'était intéressant pour nous de nous pencher sur ces patronymes. Nous avons fait une sélection du jour. Et pour bien vous expliquer cela, eh bien, nous allons nous pencher sur le nom de cet animal dans les langues africaines. Alors, avec l'image suivante, il s'agit déjà de voir comment on nomme le léopard dans la majeure partie des langues africaines. Alors, vous allez voir que la racine qui revient tout le temps, c'est Ngo. Parce qu'en Guéré, en Kikamba, en Jita ou Oluganda ou Tarauka, eh bien c'est Ngo, Ngo. En Jita, c'est Ingo, Oluganda, Ngo, Tarauka, Ngo. C'est-à-dire que c'est des inflexions, des tons qui donnent une impression de différence, mais en fait, c'est la même racine. Ben, c'est aussi le nom d'une confrérie qui est en charge de l'institution de la civilisation. C'est eux qui intronisent les rois, c'est eux qui assurent aussi les enterrements. Et cette confrérie, la trace la plus ancienne que nous ayons remonte à l'Égypte ancienne, à une période, dit-on, où on a unifié la Haute et la Basse Égypte. Cette fameuse palette s'appelle la palette du roi Narmer. Vous voyez le roi
précédé de son premier ministre qui est une femme. Derrière, il y a une fonction royale qui est le porteur de sandales du roi. Et dans le cercle en rouge, vous allez voir que le nom prétendument du roi est inscrit. Alors vous avez un poisson et un poinçon. Mais vous allez voir qu'il y a un accord homophonique entre les deux. Parce que le nom du silure, c'est Ngo, justement, en Bassa, en Koyo. En Swahili, on va dire Ngogo pour dire le silure. En Bambara, Ngongo, silure. En Bongo, on dira Ngongo, silure. Alors, ce n'est pas fait du hasard, puisqu'on voit que ce poisson, il a une forme particulière, il ressemble un peu à un serpent. Mais voyez voir que c'est la raison pour laquelle, chez nous, ce type de poisson, on les appelle Kong. Vous voyez que c'est la même racine que Congo ou que Ngo, d'accord? Et donc, en Bambara, Konko, c'est le nom du silure, mais je vous rappelle qu'en Bambara, on écrit peut-être K, mais on prononce comme un G. Vous voyez? Donc, c'est ça l'astuce. Ensuite, il faut voir que chez nous, ça désigne le congre, la murène. Parce que le congre en Europe, c'est encore un autre type de poisson assez ressemblant. En béni, on va dire go pour désigner le poisson, qui est l'autre objet qui accompagnait le nom du roi tout à l'heure, après le poisson. Et en Andama, langue d'Ogo, on dira go pour désigner le poisson. Et en holo holo, on dira par exemple songo ou bien bassan song, la pointe, c'est-à-dire l'objet qui, en perforant, laisse une empreinte. Et c'est le nom du prêtre, Ngo, en Kiteita, en Pende, on dira Nganga. Là, l'accord se fait non pas avec le O, mais avec le A. Et en Kinga, on dira par exemple Uganga, ce qui vaut par exemple en Haïti, de désigner le prêtre vaudou par le nom de Ougan. Mais c'est un initié, et c'est aussi un médecin traditionnel, et c'est un initié qui est en charge justement de l'intronisation des rois. Ici, c'est le général Aïe qui procède à la cérémonie de l'ouverture de la bouche pour les funérailles de Toutankhamon. Allons voir la définition, parce que le terme en Kikongo, qui est une langue très très ancienne, désigne la forme circulaire, le disque, et ce qu'il y a de sublime, donc le léopard, mais le disque, mais aussi le point, la tache. Donc, vous voyez pourquoi le poinçon porte cette racine, puisque le poinçon laisse une marque assez foncée, il laisse une empreinte. Voilà. Raison pour laquelle on va retrouver cette racine qui va supporter certains éléments de notre vocabulaire usuel. Donc, ça va désigner tout ce qui est tacheté dans nos langues. Et on va voir quelques exemples. Par exemple, vous avez mango, puisque les mangues, elles sont dotées de taches. Mais nous, on dit mango, mais en réalité, il faut dire mango, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Voilà pourquoi, en Haïti, on désigne les pois d'ivoire sous le terme de pois Congo, parce que c'est une graminée qui se dote de taches en vieillissant. Ici, on dit con, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi on a malanga, puisque la malanga, ici, c'est la figuration du poinçon. Vous voyez tout à l'heure qu'il laisse l'empreinte. Et c'est aussi lié à la notion de bâton et à la notion de parole. Et bien évidemment, le ganga. Et vous voyez que le ganga, il porte la peau de léopard. C'est un signe. Mais c'est aussi le nom de l'univers, Molongo en lingala, puisque c'est une voûte en fond noir et parcelée de taches lumineuses, voilà, qui sont les étoiles, les constellations, les planètes. Voilà. Donc, Molongo désigne l'univers. Maintenant, voyons ce Ngo dans les patronymes guadeloupéens. Alors, nous avons fait une sélection du jour. Elle pourrait être beaucoup plus longue, mais nous avons souhaité nous limiter à cela parce que nous voulons aussi faire une forme d'étymologie. Donc, vous avez mango, yango, molongo, kanga. Alors, on dit mango, mais on devrait dire mango. On dit yango, mais on devrait dire yango. On dit molongo, mais on dit que, là, ici, on dit molongo. Et kanga, mais on devrait dire kanga. Et maintenant, si vous voulez bien, nous allons rentrer vraiment dans la philosophie portée par la langue kikongo. Ma, c'est la matrice, c'est la mer, c'est les eaux. L'eau, c'est les eaux primordiales, donc la création. Et Ngo, c'est le cercle, le disque sublime. Donc, en fait, c'est le domaine de la matrice des origines, en fait. Parce que, en fait, cette tâche-là figure ce premier temps de l'univers où rien n'est encore créé. Voilà. Ensuite, vous avez Yango. Ya, cela désigne celui qui
vers qui va la déférence. Et Ngo, c'est le léopard. Donc, celui vers qui va la déférence du léopard, donc celui qui a affronté le léopard, celui qui s'est fait l'égal du léopard, celui qui l'a défié et s'est montré égal à lui. Voilà, Yango. Ensuite, nous avons encore un autre patronyme que nous pourrions, dont nous pourrions faire l'étymologie. Et vous voyez que chaque phonème est porteur d'une sagesse. Hein, c'est ce qui est intéressant. Donc, Molongo, Longo, c'est la parole sacrée, hein, la loi à ne pas enfreindre. En réalité, il s'agit là de science, puisqu'il s'agit de l'expansion de l'univers, la loi de l'expansion de l'univers. Et donc, c'est la parole sacrée, puisque c'est en fait... toutes les sociétés africaines sont calquées sur la Mahat, sur cet ordre de l'univers qui est indépassable, que toutes les sociétés, dans le droit, dans l'économie et dans les arts, se sont attachées à respecter. Ça touche aussi, hein, dans les arts, à la notion de nombre d'or, donc aux sciences également. Donc, cet ordre-là, c'est l'ordonnateur de la loi, vous voyez. Et Kanga, c'est le courant de force, c'est la force vitale. Ka, c'est le courant de force, la force vitale. Et Nga, c'est la maîtrise d'un domaine. Donc le Kanga, qu'est-ce que c'est? C'est un prêtre parce que c'est celui qui maîtrise la force vitale. C'est pourquoi c'est un médecin également, puisqu'il a la capacité de redonner vie au patient, de le remettre sur pied. Et c'est celui aussi qui est au courant des grandes lois de l'univers. Et voilà pourquoi on le retrouve à célébrer Derita. Voilà, il boude pour aujourd'hui là, à lundi prochain. J'avais d'autres noms, mais ce sera pour la prochaine fois. Voilà, il est 14h02, on a pratiquement terminé. Je rappelle qu'on a reçu en début de ZCL Pascal Archimède qui est venu nous parler entre autres de ce livre qu'il a écrit il y a 3 ans déjà, Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap, livre fondamental à avoir lu. Il nous a expliqué aussi la production du TPI. Et là, il nous a apporté une petite bouteille de curcuma citron poivre à déguster avec modération, souvent pas. Karine Bellieu et Jonathan Lac sont venus nous parler de la nouvelle loi qui permet désormais, qui oblige pour pouvoir être vu par un psychologue, de passer d'abord par son médecin. C'est le médecin qui donne une accréditation. Et sur ça, les psychologues ne sont pas du tout d'accord. On a reçu Madame Balaguette, Solène Balaguette, avec elle on a parlé du carreau et de l'importance de ce dispositif dans la Caraïbe pour les chefs d'entreprise. Et j'espère qu'ils ont compris et que le carreau, c'est aussi à la CCI au 2e étage, c'est bien ça? À la Tour Cécile. Ah, c'est à la Tour Cécile, oui, d'accord. Bon, il conviendra vous voir. Il y a un numéro de téléphone? Oui, à chaque fois je l'oublie, mais c'est 0590 21 29 72. 29 72. Et c'est un dispositif qui va être très utile pour le commerce dans la Caraïbe, pour les chefs d'entreprise. Et en parlant de chefs d'entreprise, on a reçu Yanis Nobias qui travaillait sur la plateforme de Monsieur Lamy, Hugues Lamy, et ça s'appelle un nom africain, Isocan. Isocan, voilà. Oui, et ça permettra de rétablir ici, le lien avec les personnes âgées, le lien familial. Et c'est surtout une plateforme numérique qui va être exportable. Et on a vu un petit peu dans quel domaine particulier ça va fonctionner. Et puis on a terminé aujourd'hui sur les noms africains. Quelques noms africains. Mazamba, c'est un nom africain? C'est Congo aussi. Congo, Mazamba. Je pensais à Mazamba, entre autres. On viendra sur les autres la prochaine fois. Il y en a du côté de Bouillante. Oui, aussi. Massembo aussi. Massembo. Voilà. Il est 14h04. Jordan, on a terminé. Ah, le proverbe du jour. Pas compter 6 à les autres pour dormir. Fondamental, ça. Il faut apprendre à compter que sur soi-même et être maître de son destin. Tirer toujours du bouquin de Didier Manette sur les 365. Proverbe de la Guadeloupe. Voilà. Il bout pour de là, comme dit Jean-Luc. On se retrouve demain à 12h30 jusqu'à 14h02 comme aujourd'hui. Il bout. À demain.